La charge du coup de vous parler aujourd'hui d'ophtalmoscopie. Donc je pense que Pierre vous a suffisamment convaincu jusque-là de tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à s'intéresser à l'examen ophtalmoscopique dans le cadre de l'hypertension, non seulement parce que l'œil est effectivement un organe cible de cette hypertension, et puis parce que les recommandations actuelles, notamment dans le cadre du bilan gériatrique, sont, au-delà de la mesure de la pression artérielle, de réaliser de manière un petit peu systématisée ces examens ophtalmologiques. Alors, examens qui vont se faire finalement dans deux conditions. La condition, le motif de consultation primitif sera vraiment oculaire, la perte de vision brutale du chat âgé, c'est le grand classique, mais aussi, et c'est ce dont je voudrais vous convaincre un petit peu aujourd'hui, dans le cadre de la détection. Donc, savoir rechercher des lésions précoces. L'idée de cette présentation, c'est de vous montrer que ça peut se faire de manière assez simple finalement, sans prendre trop de temps, et que dans le cadre d'une consultation vaccinale, ça ne prend pas beaucoup de temps de décrocher l'ophtalmoscope direct et d'essayer de regarder rapidement si on voit des choses, et de prévoir à ce moment-là, dans un second temps, un examen un peu plus exhaustif si jamais on a des doutes sur la présence ou pas de lésions. Donc pour aborder ce sujet, on va suivre finalement un plan assez classique. Je vais faire quelques rappels anatomiques très rapides, simplement pour bien replacer l'examen du fond d'œil dans le contexte de l'anatomie oculaire. Une partie un peu plus technique, pratique, sur la réalisation vraiment pratique de l'examen, avec les différentes possibilités qu'on a en termes de matériel, et voir aussi ce que vous utilisez chaque jour. Et puis, une partie sur les variations physiologiques, c'est-à-dire on observe quelque chose, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est anormal? Pour bien pouvoir interpréter ce qui est anormal, il faut savoir connaître déjà ce qui relève de la normalité. Et donc, ça nous amènera à ce moment-là aux lésions qui sont vraiment associées à l'hypertension artérielle, où je ferai un tout petit focus sur la physiopathologie, mais très rapide, puisque finalement, il y a pas mal de notions qui ont déjà été abordées. Donc là, je n'aurai pas besoin de trop m'y attarder, mais simplement, là aussi, pour le replacer vraiment dans le contexte de l'œil et voir comment un petit peu ces lésions sont susceptibles de se produire et également de se résoudre. Voilà, donc on va démarrer assez rapidement avec ces rappels anatomiques. Donc l'organisation générale du globe oculaire, c'est des choses que vous connaissez, donc je vais passer assez vite. On cloisonne classiquement segment antérieur, segment postérieur. Et dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur la partie postérieure du globe. Donc ce segment postérieur qui est organisé de l'intérieur vers l'extérieur en, on va dire, trois grandes couches. D'une part, la rétine, qui va être vraiment la partie fonctionnelle, qui va générer et recevoir l'influx lumineux. La choroïde, qui fait partie de cette tunique vasculaire qui est responsable de l'alimentation d'un petit peu tout le globe oculaire, et la sclère, qui est simplement l'enveloppe la plus externe, vraiment le squelette du globe oculaire. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Donc simplement sur vraiment les deux structures qui vont nous intéresser aujourd'hui, la rétine et la choroïde. Donc la rétine, on peut la séparer en deux couches. Ce qu'on appelle classiquement la neurorétine, qui est là aussi vraiment la structure nerveuse en tant que telle, dans laquelle on va retrouver les cellules que vous connaissez, photorécepteurs, cellules bipolaires, cellules ganglionnaires. Et juste à côté, une couche unicellulaire qu'on appelle l'épithélium pigmentaire de la rétine. Alors pourquoi je fais cette dichotomie? Pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que finalement, lorsqu'on va parler de décollement de la rétine, le décollement se fera à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attache physique entre la neurorétine et l'épithélium pigmentaire. Et dans le contexte de l'hypertension, lorsqu'on aura du passage de liquide notamment, ça va se faire à cet endroit-là. Et donc le simple fait de passer du liquide va entraîner un soulèvement, voire un décollement de la rétine. Ce que vous avez matérialisé ici en rouge et que vous voyez sur cette coupe histologique ici, ce sont les vaisseaux rétiniens, ces vaisseaux rétiniens que l'on va observer directement lors de l'examen ophtalmoscopique. Pour ce qui concerne la choroïde, donc une structure essentiellement vasculaire, très vascularisée, vous le voyez assez bien là aussi sur la coupe histologique avec toutes ces hématies, et une structure aussi, on le voit sur la coupe, qui est relativement pigmentée. C'est ce qui donnera cette couleur sombre caractéristique de toute la zone qui est hors du tapis. Et qui dit zone hors du tapis, dit également zone qui contient le tapis, cette structure spécialisée d'adaptation à la vision nocturne, qui est une structure réfléchissante, qui permet de concentrer un petit peu la source de lumière. Donc voilà un petit peu le tableau que je voulais vous brosser de ces rappels anatomiques. Ce qui nous amène à la réalisation de l'examen ophtalmoscopique, pour lequel, en détail, on va observer finalement les différentes structures que je viens de vous évoquer.
Premièrement, cette zone colorée, dont on reparlera, qui est la zone du tapis. Une zone périphérique qui apparaît en général plus sombre, la zone hors tapis, donc, où on a ces pigments choroïdiens. Et puis, ce qu'on distingue ici assez facilement, les vaisseaux rétiniens, donc ces vaisseaux qui sont dans la couche rétinienne, qui sont en général au nombre, pour les plus gros, les plus facilement visibles, 2 à 3, dans le cas du fond d'œil du chat, et qui rejoignent tous le bord ici de cette structure ronde, qui a un aspect, alors on dit classiquement rosé, c'est vrai que chez le chat, étant donné que le tapis est très lumineux, on a plutôt parfois un aspect assez sombre, elle a du mal à ressortir, qui est la papille optique, la tête du nerf optique, qui a cet aspect assez sombre, notamment parce que chez le chat, elle est assez peu myélinisée, et toujours contenue, c'est une particularité du chat, dans la zone du tapis. Et on verra aussi tout à l'heure dans les variations physiologiques, dans certains cas, on peut aussi voir dans une certaine proportion des vaisseaux choroïdiens, donc la couche qui est un peu plus profonde. Et donc, avant de rentrer un peu plus spécifiquement dans les variations physiologiques et dans les lésions, eh bien, on va voir au plan pratique comment on réalise un examen ophtalmoscopique. Donc, quelle que soit la technique que je vais vous présenter par la suite, le principe de base, il est toujours le même. C'est 1, avoir une source de lumière pour éclairer le fond d'œil, et 2, interpréter ou recevoir l'image qui vient en retour. Et donc, on va voir qu'on a différentes possibilités. Vous connaissez les termes d'ophtalmoscopie directe ou d'ophtalmoscopie indirecte. Le principe est exactement le même. Il y a des avantages et des inconvénients aux différentes techniques. L'idée, c'est de vous donner un petit peu toutes les clés pour après choisir vous-même la technique qui vous convient le mieux. Le préalable à la réalisation de cet examen du fond d'œil, dans l'idéal, c'est de se placer dans l'obscurité et de réaliser une mydriase pharmacologique, donc par une instillation de tropicamide. Donc classiquement, on dit 3-4 instillations à 5 minutes d'intervalle. Vous pouvez tout à fait mettre 2-3 gouttes à l'animal en direct, le repasser en salle d'attente le temps que le produit se fasse effet, passer une autre consultation et revoir le chat juste après pour faire votre examen. Alors, j'ai choisi de commencer par l'ophtalmoscopie directe, pour la raison simple que vous avez tous, ou quasiment un ophtalmoscope direct accroché dans la salle de consultation. Vous avez toujours cet outil-là sous la main. C'est relativement pratique. Et donc, le principe d'utilisation, vous le connaissez. On place la source de lumière directement contre l'œil de l'utilisateur. On va d'abord se placer, grosso modo, à une distance de bras, chercher le reflet du fond d'œil, et à partir de ce moment-là, avancer dans l'axe visuel de l'animal jusqu'à être au point sur l'image du fond d'œil. Et donc, dès l'examen à distance, finalement, on peut déjà apprécier la transparence des milieux, on peut avoir déjà une idée, on parlait tout à l'heure de taches dans l'œil, c'est exactement ça. Dès l'examen à distance, on est déjà renseigné sur la normalité de l'examen ou pas. Vous voyez ici sur le côté ce disque qui est présent, qu'on appelle le disque de Récos. Donc c'est un disque, lorsqu'on le tourne, qui permet de rajouter dans l'œil dans l'appareil des lentilles convergentes ou divergentes pour, sur une distance de travail donnée, faire varier la distance de focalisation. Parce qu'une des limites de cette technique, c'est qu'on est en vision monoculaire, donc on n'a pas de perception du relief. Et donc simplement ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on est au point sur une distance de travail donnée, ce qui est bien dans le plan va être net, et tout ce qui est à côté, qui n'est pas dans le même plan, va être flou. Simplement, quand c'est flou, on ne sait pas si c'est parce que ça vient vers nous, ou au contraire parce que c'est en creux. Donc on peut utiliser ce disque pour faire varier la mise au point et savoir dans quel plan se trouve la lésion potentielle. Autre technique, la technique d'ophtalmoscopie indirecte. Alors, petit sondage, qui est-ce qui utilise en routine de l'ophtalmoscopie indirecte? Qui c'est qui a une lentille dans la salle de consulte? Ouais, quand même. Donc, le principe, grosso modo, il est exactement le même. Ça demande un petit peu d'habitude, mais il est classiquement admis, ou en tout cas quand on pose la question, les gens qui ont goûté à l'ophtalmoscopie indirecte ont un petit peu de mal, en général, à revenir à l'ophtalmoscope, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Donc, deux possibilités. Soit vous utilisez simplement une lentille et une source de lumière. Donc là, le principe est assez simple. On place la source de lumière sous son œil. On est exactement dans le cadre de ce que je vous ai présenté pour l'ophtalmoscopie indirecte. Première étape, une source de lumière dans l'axe visuel de l'animal et de l'observateur. Et dans le cadre de l'ophtalmoscopie indirecte, on va venir intercaler ici une lentille convergente qui va focaliser directement sur le fond d'œil de l'animal.
Et grâce à cette lentille, en fonction de la puissance de la lentille qu'on va utiliser, on aura une vue plus ou moins large du fond d'œil. Mais grosso modo, pour les lentilles standards qui sont en général de 20 ou 30 dioptries, on a de suite une vision assez globale du fond d'œil. Donc une quantité d'informations qui est beaucoup plus rapide. Une alternative, alors que nous on utilise en routine, qui est celle de l'ophtalmoscopie indirecte, consiste à utiliser ce casque, où là la source de lumière est intégrée pour être parfaitement dans l'axe, et où l'image qui est reçue en retour est interprétée par les deux yeux. Donc là, on a vraiment une vision binoculaire et donc stéréoscopique en 3 dimensions du fond d'œil. Donc là, on a d'emblée la vision des reliefs. L'autre avantage d'utiliser le casque, comme vous voyez sur la photo, c'est qu'on a les 2 mains libres pour manipuler à la fois la lentille et la tête de l'animal. Alors, quelle technique choisir ? Finalement, il y a des avantages et des inconvénients aux 2 techniques. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'une lentille en tant que telle, à l'achat en centrale, c'est pas très coûteux. Ça vaut le coup de compléter ses outils diagnostiques avec ça, même si la maîtrise initiale est un petit peu plus difficile, et notamment au départ parce que dans le cadre de cette ophtalmoscopie indirecte, on a une image inversée du fond d'œil. Donc c'est vrai que pour se placer, des fois, arriver à localiser précisément la lésion, c'est pas toujours facile. Mais surtout, on a cette vision stéréoscopique. Alors, avec un grossissement qui est un peu plus faible par rapport à l'ophtalmoscope direct, mais par contre un champ de vision qui d'emblée est beaucoup plus large. Le problème de l'ophtalmoscope, on va le revoir dans un instant, c'est qu'on a finalement, on voit une toute petite partie et donc il faut se déplacer pas mal pour arriver à faire un examen exhaustif du fond d'œil. Globalement, on peut considérer que ces 2 techniques sont assez complémentaires, donc on peut avoir les 2 appareils, en sachant que pour l'ophtalmoscopie indirecte, vous pouvez descendre sur des lentilles de très faible puissance qui vous permettent d'avoir un grossissement qui est relativement important et qui est quasiment comparable à celui qu'on peut avoir dans l'ophtalmoscope direct, mais qui présente les mêmes limites, à savoir que pour avoir un examen exhaustif, il faut pas mal se déplacer, et on a plutôt tendance à utiliser des lentilles de puissance un petit peu supérieure. Alors, je vous présente en passant cet appareil qui est disponible aussi pour le fond d'œil, qui est un appareil intégré qui est en gros sur le principe technique un ophtalmoscope indirect, mais qui par un jeu de lentilles vous donne d'emblée une image droite. Donc le principe d'utilisation est assez simple, vous avez une molette d'ajustement ici pour la mise au point, et vous venez dans l'axe de l'animal, vous voyez à peu près la distance de travail qui est nécessaire pour focaliser. Vous avez une image du fond d'œil et vous pouvez ajuster la mise au point. Là aussi, comme ça, vous savez si les structures que vous voyez un peu floues sont plutôt vers vous ou plutôt en creux. C'est assez pratique à utiliser. Voilà, et c'est d'un coût qui reste raisonnable. Et donc simplement, pour finir sur ces aspects techniques, voilà, en gros, en termes de grossissement, ce qu'on va voir avec un ophtalmoscope direct, on dit classiquement, on a un diamètre de papille, un diamètre et demi dans le champ visuel. Donc pour dire de faire tout le tour du fond d'œil, il faut quand même pas mal se déplacer, voire se contorsionner. Le panoptique qui est sur des diamètres intermédiaires, et ce qu'on observe classiquement avec une lentille 20 dioptries. Donc typiquement sur un dépistage, sur un examen de routine, vous prenez un transilluminateur, un stylo lumineux, la lentille, hop, de suite, vous avez votre fond d'œil. Si vous voyez des lésions, des choses comme ça, à ce moment-là, vous pouvez dilater l'animal et faire un examen un peu plus complet. Mais en détection, vous voyez que c'est très rapide et que vous avez d'emblée une quantité d'informations non négligeable. Voilà. Et donc, on va passer justement à ce type d'informations qu'on est susceptible de recueillir lors de cet examen. Et donc, ce que je vous disais, pour bien pouvoir interpréter des lésions, il faut d'abord savoir ce qui relève des variations physiologiques. Donc, les différentes structures qu'on examine, je vous ai dit la papille, donc chez le chat, classiquement, bien dans le tapis, ronde, les vaisseaux qui arrivent à la périphérie mais qui ne cheminent pas, toujours dans le tapis, pas grand-chose à en dire de plus. Vous voyez qu'on peut avoir des variations de taille un petit peu suivant les animaux, c'est à peu près les seules choses normales qu'on va voir là-dessus. De cette papille partent 2 à 3 groupes de gros vaisseaux principaux, donc de veines et d'artères, et on voit aussi des petits vaisseaux, des artères ici, on parle plutôt d'artérioles, mais ce sont des calibres qui sont plus petits, qui partent, donc qui sont au nombre de 4 à 5 paires. Là aussi, ça peut varier un petit peu suivant les animaux, avec des distributions qui sont éventuellement un petit peu variables. Mais ce qu'il faut voir, c'est la régularité, la linéarité de ces vaisseaux, puisque une des lésions dont on parle classiquement dans le cadre de l'hypertension, c'est la tortuosité vasculaire, on en reparlera. Donc retenez cet aspect vraiment linéaire caractéristique.
Au niveau du tapis, en fonction du type de cellules qu'on va retrouver dans le tapis, en général corrélées à la couleur de la robe de l'animal, ben vous voyez qu'on peut avoir des variations qui varient, alors du bleu vert, avec des tapis très très bleus chez le jeune qui sont susceptibles d'évoluer ensuite, vers les fonds d'yeux assez classiques que vous connaissez avec ces couleurs jaune-or assez caractéristiques. Et dans les variations qui sont importantes à connaître dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on parlera tout à l'heure de lésions hémorragiques, il faut savoir que notamment dans les robes claires, on peut avoir une périphérie de la zone hors tapis qui est très peu pigmentée. Donc c'est un tout petit peu, on a un peu trop de lumière là, mais vous le devinez assez bien et vous le voyez sur les diapos. Vous voyez que la zone hors tapis est complètement rouge, puisqu'en fait on voit ici la choroïde, avec les trajets ici des vaisseaux choroïdiens. Donc dans ces fonds d'yeux qu'on appelle subalbinos, puisque l'albinisme vrai en tant que tel n'existe pas chez le chat, mais donc sur ces fonds d'yeux très peu pigmentés, la choroïde apparaît rouge parce que finalement on voit toute la structure vasculaire. Donc ce ne sont pas des lésions hémorragiques, ce sont simplement des défauts, ou en tout cas des hypopigmentations de la zone périphérique. Et associé à ces hypopigmentations, on peut avoir aussi, notamment chez les robes à iris clair, une absence associée de tapis. Donc lorsqu'on regarde en rétroillumination le reflet du fond d'œil, il apparaît complètement rouge. Alors on peut se dire d'emblée, il y a une grosse hémorragie au fond d'œil, ça peut arriver, on en verra quelques exemples tout à l'heure, mais il faut savoir que dans ces robes claires, on peut aussi avoir une absence complète de tapis, avec la zone du tapis qui cette fois-ci apparaît rouge, on voit bien la sclère blanche en contraste dessous, et ces vaisseaux choroïdiens qui cheminent. Voilà. Donc il va exister un certain nombre de barrières, qu'on appelle barrières hémato-oculaires au sens large, et particulièrement pour le fond d'œil, les barrières qu'on appelle hémato-rétiniennes. Ces barrières, elles ont deux sites. Tout d'abord, les vaisseaux rétiniens, ceux qu'on observe en ophtalmoscopie, qui sont non fenêtrés, donc qui sont relativement imperméables. Et il existe, sur l'épithélium pigmentaire de la rétine dont je vous ai parlé tout à l'heure, des jonctions serrées qui limitent là aussi le passage d'éléments figurés depuis le secteur choroïdien vers le secteur intraoculaire, toujours dans l'idée de préserver cette transparence des milieux. Et une autre particularité de l'œil, c'est qu'on a, au niveau de la rétine notamment, une autorégulation du flux sanguin. C'est-à-dire que les vaisseaux ajustent en permanence leur diamètre en fonction de la pression artérielle pour maintenir finalement un débit constant et préserver l'oxygénation du feuillet rétinien. Et donc, dans le contexte de l'hypertension artérielle, on a initialement une augmentation de la pression et donc en réflexe une vasoconstriction pour maintenir finalement un débit qui est constant. Et donc cette vasoconstriction réflexe va notamment se matérialiser par la tortuosité vasculaire. Donc ça c'est quelque chose qui est très fréquent, très connu chez l'homme, qui est bien recherché, alors que nous on voit beaucoup plus rarement. Je vous en redirai un mot tout à l'heure. Et donc lorsque cette augmentation de pression se maintient dans le temps, on va arriver à un seuil où finalement on va dépasser les capacités d'autorégulation qui va se traduire par une rupture, une altération des barrières hémato-oculaires, donc que ce soit au niveau des vaisseaux, mais que ce soit aussi au niveau des jonctions serrées de l'épithélium pigmentaire. Et donc on va avoir un passage à la fois, alors simplement peut-être de liquide, depuis la choroïde vers le feuillet rétinien, voire dans certains cas, et notamment dans les cas de pression très élevée au départ, d'hémorragie directement, donc carrément du sang nature qui passe vers l'intérieur de l'œil. Et lorsque cet afflux de liquide s'accumule entre la neurorétine et l'épithélium pigmentaire, on a ces phénomènes de soulèvement qui aboutissent à un décollement rétinien. Donc voilà, grosso modo, les types de lésions qu'on est susceptible de rencontrer dans le cadre de l'hypertension artérielle. Et donc si on remet ça dans le contexte de la clinique, on va avoir deux situations que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Tout d'abord, la situation où on a un motif de consultation au départ qui est ophtalmologique. C'est la perte de vision brutale, éventuellement la modification d'aspect. Alors, la modification d'aspect, c'est essentiellement l'hyphéma, c'est-à-dire le saignement dans la chambre antérieure. Là, dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi de le laisser de côté, mais bien évidemment, lorsqu'on a affaire à un hyphéma, il faut aussi penser, chez le chat, pourquoi pas, à rechercher une hypertension artérielle,
pensez à regarder le fond d'œil de l'autre côté dans le cas d'une atteinte unilatérale. Et la deuxième situation, c'est le chat pour lequel on suspecte ou pour lequel l'hypertension artérielle est avérée. Et dans cette situation, il sera important de savoir à la fois détecter les lésions précoces, dans le cadre du dépistage, dans le cadre de l'atteinte des organes cibles dont on parlait tout à l'heure, et savoir aussi rechercher les séquelles éventuelles. Et ce type de démarche peut être aussi appliqué à la détection dans le cadre de la consultation vaccinale et on va dire du suivi du chat âgé. Donc on va l'aborder suivant ces deux aspects. Tout d'abord, la perte de vision brutale. Donc c'est des situations que vous connaissez déjà, le grand classique, le chat qui est présenté aveugle, perte de vision brutale. On dit classiquement plein phare, c'est-à-dire mydriase bilatérale complètement réflective. Et lorsque vous êtes dans ce type de situation, qu'est-ce que vous suspectez d'emblée? Au plan lésionnel, un décollement rétinien. Donc si vous regardez attentivement, ici, on voit déjà que dans l'aire pupillaire, elle n'est pas complètement transparente. Déjà, on suspecte qu'il se passe des choses. Et donc dès qu'on se rapproche un petit peu, vous voyez qu'ici, on arrive à voir le feuillet rétinien qui vient se promener dans l'aire pupillaire. Donc là, on a déjà quasiment la réponse sans même avoir besoin de prendre l'ophtalmoscope. Et par contre, lorsqu'on a ces décollements de rétine, on a cet aspect ophtalmoscopique caractéristique que Pierre a déjà abordé tout à l'heure, où vous voyez littéralement le feuillet rétinien qui vient vers vous lorsque vous essayez de regarder le fond d'œil, avec par moment l'observation de la papille qui est masquée par le feuillet rétinien. Et donc là, en tout cas pour ce qui concerne la perte de vision en tant que telle, vous avez votre réponse. Donc ce décollement rétinien, comme je vous l'expliquais, il est vraiment lié à l'accumulation de fluide entre la neurorétine et l'épithélium pigmentaire. Et ça nécessite une prise en charge précoce, ça a déjà été évoqué, et ce qui est très important à retenir, c'est que dans ce type de situation, avec une prise en charge précoce, il peut tout à fait être réversible. Donc vous voyez ici, c'est œil droit et gauche là, sur un animal qui nous avait été présenté, avec une pression mesurée, alors je ne sais plus si c'était 220 ou 230 mm de mercure. Donc là, on voit le décollement complet ici, un peu moins étendu, là, il est plus au niveau médial sur la partie de l'œil gauche, on voit très très bien les vaisseaux rétiniens. Et après 2 à 3 semaines de traitement avec une prise en charge initiale à la dose standard de 0,625 mg jour, vous voyez qu'à 3 semaines, on a des rétines qui se sont complètement remises en place, avec un retour de la fonction visuelle. Alors ce retour de fonction visuelle, combien de temps est-ce qu'il va durer? Ça, c'est toujours difficile à apprécier, et il faut toujours rester prudent sur le pronostic visuel à long terme. Ce qu'on voit aussi là, sur le contrôle à 3 semaines, c'est que vous voyez, il reste quand même des zones de flou un petit peu sur le fond d'œil. Donc ça, ce sont des zones où le liquide qui est passé finalement entre la rétine est encore présent un petit peu derrière et pas complètement résorbé. Donc ça reste aussi des zones d'instabilité. Donc bien évidemment, il y a nécessité à maintenir le traitement, mais ce sont des zones là aussi où on ne sait pas très bien, en termes d'évolution, sur le long terme, ce que ça peut donner. C'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent. Et ce qui fait la transition sur les autres types lésionnels qu'on va pouvoir observer. Parce que le décollement rétinien, c'est finalement la situation assez facile. Et donc, on va voir maintenant, pour ces 3 autres types de lésions, comment ça se présente en termes ophtalmoscopiques. On va commencer par l'œdème rétinien, puisqu'on en a déjà parlé. Donc, je vous l'ai dit, c'est lui qui, en général, est à l'origine du décollement de rétine secondaire. Et classiquement, il se manifeste par un aspect relativement terne du tapis. Alors, aspect terne qui va prendre différentes formes. Pourquoi un aspect terne? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, je le redis, la pathogénie, c'est accumulation de liquide entre l'épithélium pigmentaire et la neurorétine. À l'instant T, lorsque vous faites votre examen ophtalmoscopique, vous avez un reflet lumineux qui est d'une intensité donnée. Cette intensité lumineuse, elle va être conditionnée par l'épaisseur de la rétine, puisque le rayon lumineux de votre source vient traverser la rétine et réfléchit par la zone du tapis, et ensuite il y a une partie de la lumière réfléchie qui va être absorbée par la rétine. Donc vous avez ici la quantité de lumière, on va dire en zone de rétine normale,
Et dans la zone où la rétine est épaissie par cette accumulation de fluide, il y a une absorption de lumière qui est plus importante. Donc les lésions associées à cet œdème vont apparaître moins lumineuses, plus ternes, avec un aspect grisâtre caractéristique. A l'inverse, lorsqu'on aura des atrophies de la rétine, et on les verra parfois dans le cadre des séquelles, la rétine est de taille diminuée, et donc cette fois-ci, les lésions apparaîtront hyper réfléchissantes. Ça, c'est vraiment la base de la sémiologie du fond d'œil. Et dans le cadre de l'hypertension, on va avoir deux aspects caractéristiques. L'aspect bulleux, comme vous voyez ici, ou là, ou encore ici. Vous avez une bulle ici qui est un peu plus importante. Donc c'est vraiment comme des cloques, si vous voulez, un soulèvement rétinien. Et ce qui est important à rechercher, notamment dans le cadre des lésions précoces ou des hypertensions débutantes, un œdème qu'on appelle réticulé, qui prend cet aspect vraiment en réseau un petit peu cérébroïde, on dirait une sorte de labyrinthe, qu'il faut rechercher. Alors, on ne pense pas toujours à le regarder, mais c'est assez caractéristique en type de lésion. Et là-dessus, dans le cadre de la détection, il ne faut pas hésiter à aller faire d'entrée une mesure de pression artérielle. Deuxième grand type lésionnel, les hémorragies. Alors là aussi, on va avoir des localisations variables. Pour des raisons de temps, au niveau du fond d'œil, je ne vais pas vous redétailler tout l'aspect des hémorragies en fonction de la localisation pré-rétinienne, intra-rétinienne ou sous-rétinienne. Mais il faut savoir qu'effectivement, les trois situations sont possibles. Et en fonction de l'intensité de l'hémorragie, la gravité, là aussi, sera variable. Donc déjà, à l'examen direct, comme vous voyez ici, les hémorragies, on peut les suspecter assez facilement quand on voit apparaître ces taches rouges dans l'aire pupillaire, voire même, dans certaines situations, un reflet du fond d'œil qui est complètement rouge d'emblée, sur un chat noir a priori, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une absence de tapis. Alors on va quand même aller le vérifier en ophtalmoscopie, mais déjà là, associé à la perte de vision, on se dit que probablement il se passe quelque chose qui n'est pas complètement normal. Et donc effectivement, donc ça c'est l'image du fond d'œil du chat que je vous montrais juste avant. Vous voyez qu'on a un saignement relativement intense, complet, qui remplit tout le vitré. Donc là, pas de doute sur le fait qu'on a une hémorragie vitréenne avérée. Est-ce qu'elle est liée à l'hypertension artérielle ou pas? Il faudra le vérifier, mais en tout cas, dans ce contexte-là, il est très important de vérifier l'hypertension. Autre hémorragie ici, vous voyez, qui suit un petit peu le trajet vasculaire. Et vous voyez qu'on a des formes aussi qui sont beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus punctiformes, là très localisées aussi, qui sont un petit peu plus difficiles à apprécier et là qui demandent un examen un petit peu plus attentif du fond d'œil. On retrouve ici sur cette photo les lésions de type bulleuse que j'évoquais tout à l'heure, assez caractéristiques. Alors typiquement dans ce type de lésion, si vous faites de l'ophtalmoscopie indirecte, vous verrez très bien que le vaisseau ici, le trajet de ce vaisseau est complètement déformé par la bulle. Donc vous voyez vraiment cette notion de relief, ça se voit relativement bien. Et sur la vidéo que vous voyez ici, comment vous l'interpréteriez? Les zones hyperréceptives, c'est zones atrophiées? Alors, d'une part, oui. Alors, sachant que sur ces enregistrements vidéo, il y a toujours un peu un artefact de l'appareil, mais l'idée, c'est effectivement que là, on a des zones d'atrophie. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Finalement, si on regarde la netteté, là, on est à peu près au point sur ce qui se passe ici. Et vous voyez que toute cette partie-là, qui apparaît sombre, suivant les incidences, elle apparaît un peu plus rouge, elle est hémorragique, et que l'hémorragie est contenue dans une espèce de bulle qui est en fait le feuillet rétinien. Donc là, on a un décollement rétinien dorsal assez étendu, et puis vous voyez les hémorragies dans le feuillet rétinien, et une grosse hémorragie ici centrale, qui masque même parfois l'observation de ce qui se passe en arrière. Donc, dernier type lésionnel, les anomalies vasculaires. Alors finalement, ces anomalies vasculaires, on les voit assez rarement pour la simple et bonne raison que ce sont des lésions relativement précoces et qu'en routine, on arrive plutôt après la bataille. On est déjà sur des hypertensions qui sont installées depuis un moment. Donc on va plutôt voir de l'œdème, on va plutôt voir du décollement de rétine, mais ces lésions précoces, on ne les voit pas très très souvent. Donc il y a toute une classification qui existe, mais qui finalement n'est pas très, très bien mise en application pour l'instant. Alors on cite classiquement l'atténuation artériolaire. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'œdème rétinien. À partir du moment où la rétine commence à s'épaissir, à être littéralement imbibée, eh bien on peut avoir, vous voyez l'artériole ici, qui chemine et qui est en partie masquée.
Voilà, alors ça se manifeste comment? Lorsqu'on fait le fond d'œil, notamment en ophtalmoscopie indirecte, au lieu de bien voir tous les vaisseaux qui partent de la papille, on voit les gros vaisseaux et les petits vaisseaux sont peu ou pas visibles. Et en général, on a un aspect un petit peu flouté, un petit peu lactescent de la rétine qui nous fait suspecter un œdème rétinien. Mais c'est le type de lésion qu'on va être susceptible de rencontrer dans le cadre du dépistage. La consultation vaccinale, vous sortez l'ophtalmoscope ou vous sortez la lentille et vous recherchez ce type de lésion. Parmi les lésions débutantes qui sont classiquement citées, la tortuosité artériolaire. Alors ça c'est pareil, hein, et même suivant les ophtalmologistes, on va dire, il y a des avis qui sont un petit peu partagés sur ce type de lésion. Hein, mais globalement, vous voyez que sur les petits vaisseaux, ici on a un aspect qui commence à apparaître un petit peu tortueux. Alors ce n'est pas quelque chose qui est très très marqué hein, dans ce cadre-là. Si vous voulez voir des belles tortuosités artériolaires, prenez un syndrome d'hyperviscosité chez le chien, où là vous avez vraiment des choses qui sont beaucoup plus significatives. Mais chez le chat, il faut quand même penser à regarder sur ces petits vaisseaux de l'allure. Ça ne coûte rien, éventuellement, si on a un doute, de faire derrière une pression artérielle dans le cas du dépistage. Ça permet de prendre ça en charge de manière précoce et d'être relativement efficace. De ne pas attendre d'avoir un décollement total de la rétine, dont on sait que les résultats sur le long terme de récupération sont quand même un petit peu aléatoires. Dernier type lésionnel qu'il faudra regarder, notamment pour pouvoir donner, dans le cadre du suivi, un pronostic au propriétaire, c'est les capacités de récupération de la rétine. Donc ça, c'est une photo qui est prise 3-4 semaines après recollement d'un décollement rétinien qui était assez localisé. Il prenait simplement cette partie-là, donc vous voyez que la rétine là, est encore un petit peu démateuse. On retrouve cet aspect assez caractéristique, assez lactescent. Vous voyez que là, les vaisseaux, par contre, ici, sont bien visibles. Il n'y a pas de souci, ils ne sont pas particulièrement tortueux. Et on a ici quelques cicatrices hémorragiques. Donc, ça, il faut bien comprendre. Une fois que c'est un peu comme un hématome, si vous voulez, une fois que le sang nature est passé à l'intérieur de l'œil, il faut lui laisser aussi le temps de se résorber. Donc, ça prend du temps. Et puis, vous voyez qu'on retrouve dans le tapis des zones un petit peu hétérogènes qui peuvent se manifester chez le chat par ces alternances de bandes sombres et de bandes claires. Et donc, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces bandes claires, alors en plus on le voit très bien en dynamique sur les photos, c'est toujours difficile à rendre de manière efficace, mais ces alternances de bandes sombres, quand on fait varier l'incidence de la lentille, elles apparaissent vraiment hyper réfléchissantes. Et donc là, c'est des zones pour le coup où la rétine est atrophiée, et donc on sait qu'une fois que ce processus d'atrophie rétinienne est enclenché, il a tendance sur le long terme à évoluer de proche en proche et à aboutir à des atrophies totales de la rétine qui sont malheureusement de mauvais pronostics au plan visuel. Dernière situation, vous voyez ici l'observation du fond d'œil, la papille optique qui est masquée par le feuillet rétinien qui est complètement tombé dans le fond du globe oculaire. Alors quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis le début, c'est quand on parle de décollement rétinien, la rétine, finalement, elle reste attachée à deux endroits précis, autour de la papille et à la périphérie de son insertion, donc juste en arrière du cristallin, sur 360 degrés. Et c'est finalement cette insertion périphérique qui donne l'aspect caractéristique qu'on appelle en fleur de liseron, ou qui vous donne cet aspect de cône que vous voyez lorsqu'on a un décollement total de la rétine. Et dans certaines situations, le décollement est tellement large au départ qu'on peut avoir une désinsertion périphérique de la rétine, donc là elle tombe dans le fond. Et pour le coup, là, en termes de récupération visuelle, on sait que ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc, c'était un petit peu les différents types lésionnels que vous êtes susceptibles de rencontrer. Ce dont j'espère vous avoir convaincu, c'est de décrocher l'ophtalmoscope pour essayer, sur ces chats âgés, de détecter précocement les lésions, pour éventuellement motiver une mesure de pression artérielle et pouvoir prendre ça en charge de manière la plus précoce possible. Merci de votre attention. Alors, c'est ce que je dis, il faut voir ça comme un gros hématome, en fait. Donc, si on arrive, déjà, on confirme l'hypertension, on gère l'hypertension parce qu'il y a une lésion des organes cibles. Après, ça va prendre beaucoup de temps, mais globalement, ça peut être éliminé. Alors, c'est très très long. Quand on a des hémorragies aussi intenses, la résorption n'est pas terrible. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est on a un certain nombre de produits fibrinolytiques qui seraient susceptibles d'être utilisés dans ces indications-là.
Donc, comme on fait, donc vous connaissez peut-être le TPA, l'activateur du plasmidogène tissulaire. Donc, c'est une molécule que nous, on utilise beaucoup en ophtalmologie pour tout ce qui est lyse de la fibrine dans la chambre antérieure. Donc, c'est une injection qui se fait directement dans la chambre antérieure. Et on peut faire une injection intravitréenne de ce produit pour accélérer un petit peu la résorption. Sinon, elle va se faire de manière naturelle, mais ça va être très très long. Quand vous parlez de prise en charge précoce pour l'amélioration du pronostic, ça veut dire dans quel délai? En gros, vous faites une consultation vaccinale, vous suspectez, vous avez des lésions, vous n'êtes pas sûr. Dans le cadre d'un décollement? D'un décollement, c'est de suite. C'est-à-dire qu'on confirme l'hypertension. La seule limite qu'il peut y avoir, c'est que si la mesure de pression artérielle vient en fin de consultation, effectivement, l'effet blouse blanche est susceptible de rentrer en ligne de compte. Mais à partir où vous avez quand même ces lésions suspectes, il faut lancer le bilan d'entrée et même d'emblée commencer le traitement antihypertenseur le jour même et suivre ça. Et ensuite lancer toute la partie exploration des causes secondaires. Voilà, ça va venir dans un second temps, mais il faut absolument faire baisser la... Et pour le pronostic visuel, au-delà de quel délai on peut estimer que les lésions Alors, sont... on n'a pas en fait finalement de série avec des valeurs bien chiffrées. Donc l'idée c'est de dire, là on y est, si c'est vraiment une perte de vision brutale, on peut espérer, si la pression baisse assez vite, que ça recolle. Ça prend en général quand même 2-3 semaines. Donc c'est toujours très aléatoire. On n'a aucune donnée chiffrée à donner aux propriétaires pour l'instant. Alors là où en général c'est un petit peu moins efficace, c'est sur des animaux qui sont finalement pas très suivis par les propriétaires, qui vivent beaucoup dehors. Et on dit perte de vision brutale, mais en fait c'est une hypertension chronique qui décompense, parce que là le chat il ne voit plus du tout, et c'est ce qui finalement attire l'attention du propriétaire. Et donc là, vous avez un fond d'œil qui est complètement modifié, qui est très très altéré, où on sait que la récupération ne sera pas bonne. Là, on peut dire pour le coup, dans l'autre sens, que les chances de récupération sont mauvaises. Mais après, il faut tenter le coup. Ce qui pourrait éventuellement améliorer à terme le pronostic, ce serait d'avoir des capacités chirurgicales de remise en place, en direct. Ça serait intéressant. Et la prise en charge thérapeutique, là, la prise en charge générale suffit ou localement Alors, c'est la base, prise en charge générale. Ce qu'on peut rajouter éventuellement, notamment dans les lésions type IFEMA, c'est de considérer finalement que cet effondrement des barrières oculaires, c'est assez comparable à ce qu'on voit dans le cadre des uvéites. Donc quand on dit uvéite antérieure, c'est ça, on a une altération des barrières avec un passage d'éléments figurés du sang. Donc on peut éventuellement, pour essayer de restabiliser, participer à la restabilisation des barrières, mettre en place un traitement corticoïde local pour essayer d'améliorer la récupération, mais ça reste du traitement vraiment secondaire. La base du traitement, c'est vraiment gérer l'hypertension à partir du moment où on l'a objectivé. Et il y a une influence de l'hypertension artérielle sur la pression intraoculaire? Non, elle est minime en fait. Vous n'aurez pas de glaucome secondaire à l'hypertension artérielle. La seule chose vraiment, c'est la rupture de ces barrières. Donc on va plutôt avoir là, dans ce contexte-là, des hypotensions assez fortes. Il n'y a pas de lien. Alors, il n'y a pas de lien absolu, si vous voulez, entre la pression artérielle et la pression intraoculaire. Et au niveau de la prise en charge chirurgicale, Alors, pour l'instant, ça ne se fait pas en routine. Ça fait partie des choses qui seraient intéressantes à développer. D'autant que sur les seules données qu'on a sur la chirurgie vitréorétinienne chez l'animal, c'est que finalement, chez le chat, on aurait quand même un laps de temps entre le moment où la rétine est décollée et le moment où on la remet en place, qui serait quand même relativement correct, qui se chiffrerait en semaines, pour essayer de récupérer une vision, en tout cas à court, moyen terme. Sur le long terme, de toute façon, c'est toujours dangereux. Le problème, c'est que pour l'instant, ce n'est pas réalisé en routine. Il y a très peu de centres. En France, vous avez deux cliniques qui font vraiment ça, qui se sont vraiment lancés là-dedans. En sachant que dans le cadre de ce décollement rétinien, il faut non seulement replaquer la rétine et ensuite la fixer. Donc les PEXI préventives, ça se fait de manière un peu plus régulière parce qu'on a maintenant les lasers à disposition. Mais toute la chirurgie du segment postérieur, c'est-à-dire venir en arrière du cristallin, replaquer la rétine, ça se fait beaucoup moins régulièrement. Il n'y a même personne en France qui le fait, enfin un centre peut-être, mais c'est vraiment pas développé. Vous avez à Annecy notamment, ils réalisent un petit peu, alors pas trop chez le chat forcément, mais ils réalisent vraiment de la chirurgie vitréenne. Où là, le principe, c'est d'enlever tout le vitré,
mettre ce qu'on appelle une huile de silicone, donc quelque chose finalement de très cohésif qui va replaquer la rétine. Et une fois qu'elle est replaquée, à ce moment-là, on fait des impacts laser pour la fixer de manière temporaire. Voilà. Et ensuite, il faut changer le liquide. On remplace le liquide très, très cohésif par une huile de silicone qu'on laisse à demeure. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui est, on va dire, démocratisé dans la pratique oculaire. Peut-être que dans 10-15 ans, on y viendra, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Bon, je vous remercie.